Il existe une différence quand même, outre le fait que l'homme a un orgasme systématique alors que la femme ne l'a pas, il existe aussi une grande différence, c'est que dans ce qui va suivre l'orgasme, c'est-à-dire qu'au fond, quand l'homme éjacule, il va y avoir des médiateurs chimiques, des hormones, qui vont être sécrétés en même temps que cette éjaculation, dont le but va être en quelque sorte de ramener l'homme à l'état de repos. Et donc c'est ce qu'on appelle la période réfractaire. C'est-à-dire que l'homme à ce moment-là, et ça a d'ailleurs donné bon nombre de difficultés entre couples, parce que les femmes s'imaginent toujours que les hommes sont égoïstes, alors que c'est un événement physiologique, c'est-à-dire que dès qu'ils ont joui et qu'ils ont éjaculé, ils se retrouvent dans un état d'instimulation possible, enfin d'instimulabilité. Donc c'est ce qu'on appelle la période réfractaire. Alors très souvent ils vont dormir, ils vont fumer une cigarette, je sais pas quoi. En tout cas ils vont sortir de la fusion amoureuse et se retrouver un peu dans leur bulle. C'est un événement physiologique que connaît l'homme et qui va augmenter en plus avec l'âge, cette période réfractaire. C'est-à-dire que le temps qui va séparer, au fond, deux jouissances possibles, deux orgasmes possibles, va effectivement être un certain temps, et en vieillissant, ça va être de plus en plus long. Ce qui veut dire que ce temps de résolution est très fort chez l'homme. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, j'ai une métaphore rigolote, je leur dis, il est aux Seychelles, monsieur, et puis subitement, il va se retrouver Seine-Saint-Denis, quoi. Enfin, je veux dire, sans faire de trucs, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de très difficile, il y a une espèce d'effondrement de l'homme quand il jouit. Pour la femme, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que, tout simplement, la femme n'a pas cette période réfractaire. Quand elle a réussi à avoir un orgasme, elle peut en avoir un autre. Elle reste totalement stimulable, et c'est d'ailleurs ce qui rend le dialogue entre hommes et femmes parfois très difficile, de ce point de vue-là, sur le plan érotique. Parce qu'au fond, quand l'homme a fini, la femme commence, des fois. Et à ce moment-là, elle va pouvoir, et on a ces courbes qui ont été décrites et qu'on voit, des femmes qui peuvent avoir 1, 2, 3, 4, 5, enfin le livre des records je passe, mais enfin on peut aller jusqu'à 17, 18, 19 orgasmes. Voilà. Donc on dit que la femme est multi-orgasmique dans le sens où elle a la possibilité d'avoir plusieurs orgasmes. Alors que l'homme a nécessairement besoin d'une récupération avant de reconstruire, il doit tout reconstruire, il doit reconstruire une excitation, reconstruire une érection, reconstruire une éjaculation et reconstruire un orgasme. Alors évidemment, il y a maintenant... les orientaux ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire on travaillait sur la dissociation de l'orgasme et de l'éjaculation. Et à ce moment-là, en permettant cette dissociation, on pourrait imaginer un homme qui aurait plusieurs orgasmes, parce qu'il pourrait avoir des orgasmes en le dissociant de l'éjaculation. Et à ce moment-là, mais c'est un travail quand même d'apprentissage à la fois physique et spirituel, qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas pas chez nous. Il y a des exercices et tout un travail autour de la musculature périnéale qui permet effectivement d'arriver à déclencher des orgasmes sans finalement l'éjaculation. Cela étant dit, c'est assez facilement compréhensible puisque c'est ce que font les femmes. Puisqu'au fond, les femmes arrivent à déclencher les orgasmes alors que la nature ne les a pas prévus. Donc il n'y a pas de raison que l'homme ne déclenche pas des orgasmes équivalents. Bon, le problème c'est que pourquoi irait-il se fatiguer à construire des orgasmes complexes alors que la nature leur en donne simple, sans travail. Mais en réalité, je pense que le mécanisme, tout ce travail autour de la musculature périnéale, etc., vient de là. Et évidemment, si on alors il y a une deuxième piste. On vient de découvrir il y a 3-4 ans, on vient de mettre en évidence un centre de l'éjaculation dans la moelle qu'on ne connaissait pas, ce qui va nous donner des pistes thérapeutiques extrêmement fortes, et notamment, je pense, au fait de pouvoir déclencher des éjaculations chez les blessés médulaires qui aujourd'hui, ou dans certaines affections neurologiques qui ne peuvent pas avoir d'éjaculation, donc ce qui permettrait effectivement de pouvoir donner des enfants, enfin que certains malades qui aujourd'hui ne peuvent pas
avoir d'éjaculation pourraient accéder à des éjaculations et donc à des reproductions naturelles. Mais on peut imaginer également d'autres incidences thérapeutiques de ces découvertes-là, qui nous permettraient peut-être alors de mieux comprendre comment, vous savez, c'est toujours pareil, la science permet souvent d'expliquer des mécanismes très anciens auxquels on attribue des pouvoirs divins ou des choses comme ça, puis finalement on s'aperçoit qu'au fond c'est tout simplement des gens qui avaient découvert certains mécanismes que nous ignorions totalement. Donc voilà, les pistes sont ouvertes, on travaille beaucoup autour de ces notions d'éjaculation aujourd'hui. Je pense que les incidences de la découverte de ce centre d'éjaculation, de ce petit centre, vont être quand même très importantes.